Bonjour, messieurs et dames, merci de nous rejoindre à ce rendez-vous d'information sur True TV, 13h, dont voici les titres. Crise au Burkina Faso, les religieux chez le chef de file de l'opposition politique burkinabé, ils ont prêché l'apaisement des tensions après l'ultimatum du 9 novembre dernier et les manifestations à travers le pays. Et puis atelier de validation du plan national de développement sanitaire PNDS 2021-2030. Le plan est estimé à 9 000 milliards de francs CFA. Son processus d'élaboration a été inclusif, participatif et consensuel selon le ministre de la Santé. Et enfin, hors de chez nous, Mali, retour sur la journée mondiale des souvenirs des victimes d'accidents de la route. La célébration a connu la présence des ministres maliens des Transports, de la Santé et de la Sécurité. Nous l'annoncions en titre, le chef de file de l'opposition politique burkinabé, Edi Komboigo, a reçu hier lundi 22 novembre une délégation des communautés religieuses. Selon le porte-parole de la délégation, le cardinal Philippe Ouedraogo, l'objectif était d'échanger avec le chef de file de l'opposition politique sur la profonde crise qui secoue actuellement le Burkina Faso. Le 9 novembre dernier, l'opposition politique avait donné un ultimatum d'1 mois au président du Faso pour faire bouger les lignes dans le sens de l'amélioration de la situation sécuritaire. Fatimata Nikema. Ils sont autorités religieuses coutumières du Burkina Faso chez le chef de file de l'opposition politique. Cette visite voulue par ces différents représentants de communautés religieuses coutumières a permis aux deux parties d'échanger sur les questions de sécurité nationale et des derniers événements qui ont fragilisé le vivre ensemble et l'unité dans le pays. Après plus de 2 heures d'échange, les initiateurs de cette rencontre disent repartir satisfaits des discussions. Nous avons eu des échanges très fructueux, un diagnostic sans complaisance de la situation. Ce que nous retenons de très positif, c'est l'amour du bien commun, le devenir de notre nation et tout le monde est préoccupé de cela. Et nous avons apprécié la disponibilité du Conseil pour le dialogue, la disponibilité en vue du dialogue. Et c'est cela qui va nous permettre de regarder dans la même direction, de diagnostiquer sérieusement ce qu'il faut et ensemble chercher la solution pour le bien de notre peuple. Le cadre de concertation du chef de file de l'opposition politique dit comprendre la démarche de ses leaders religieux et coutumiers. Selon le chef de file de l'opposition politique, c'était une occasion pour lui et ses collaborateurs de donner leur lecture de la situation nationale et d'écouter les conseils de ses autorités religieuses coutumières. Ils se sont regroupés, donc ils ont réfléchi, ils ont pensé que dans cette situation, il faudrait que l'on s'écoute, que l'on se parle et que l'on s'écoute, et que l'on s'invite au dialogue pour rechercher ensemble une solution à notre problème. Nous sommes tous des compatriotes et le chef de file de l'opposition a réuni le cadre de concertation autour de lui pour écouter le message. Nous pensons que c'est toujours un message de paix et de recherche de paix. Les autres disent qui veut la paix prépare la guerre, mais je pense qu'ils nous ont enseigné que qui veut la paix prépare la paix. Edi Komboigo dit souhaiter que le message de ces hommes de Dieu et de tradition puisse être entendu et accepté partout où ils passeront. Cette rencontre a aussi servi de cadre pour le chef de file de l'opposition politique de lancer un appel au président du Faso pour le rétablissement de la connexion Internet. Le PDC, Parti pour le développement et le changement, qui a claqué la porte de la majorité présidentielle il y a seulement quelques semaines, a animé une conférence de presse dans la matinée de ce lundi 22 novembre sur la situation nationale. Le parti de l'ancien médiateur du Faso, Saran Sérémé, dénonce, dit-il, une inertie inconcevable dans la gouvernance sécuritaire et socio-économique. C'était à son siège à l'arrondissement 6 de Ouagadougou, Serge Bado. Moins de 4 semaines après avoir claqué la porte de la majorité présidentielle, le PDC, Parti pour le développement et le changement de Saran Sérémé, rompt le silence. Après avoir égrené un chapelet de dénonciation dans la gouvernance du régime Kaboré, le PDC a fustigé la non prise en compte de ses suggestions. Ahuri par le manque d'une stratégie globale et holistique en matière de lutte contre le terrorisme,
le PDC, après un diagnostic de la situation sécuritaire et consultation d'experts nationaux et internationaux, avait formulé une proposition de politique sécuritaire et de lutte contre le terrorisme assortie de fortes recommandations en toute responsabilité aux autorités compétentes à même de renverser la tendance, d'améliorer la situation délétère que traverse le pays. Mais hélas. Conséquence, le parti de la désormais ex-médiateur du Faso rejoint l'opposition politique et dit assumer son choix. Lorsque on ne vous écoute pas, lorsque vous êtes confronté parfois à une gestion clanique, lorsque les germes même de la division sont sémés à votre sein, vous en tirez les conséquences et vous vous assumez en toute responsabilité. Abordant la question du convoi français bloqué par les populations de Kaya, le PDC dénonce le silence des autorités compétentes sur les questions de convention. C'est tout récemment que nous avons vu que c'est à Kaya seulement, quand on a vu la détermination des manifestants, que nous avons vu effectivement le gouverneur et une certaine autorité intervenir. Au plus haut sommet, je veux dire, les acteurs principaux de ces conventions n'ont intervenu en aucun moment. Il leur appartient de sortir, donner l'information juste à la population, à la jeunesse. Avec à ce jour 3 députés et une mairie, le Parti pour le développement et le changement PDC, qui était membre de la majorité, a rejoint l'opposition politique le 26 octobre dernier. Toutefois, Anne Go, l'actuelle ministre déléguée à l'artisanat au compte du PDC, a elle préféré démissionner du parti. Après ce reportage de Serge Kaboré, un autre point de presse, celui du collectif pour un peuple uni, CPPU en abrégé. Au sommaire de sa rencontre d'hier, plusieurs problématiques, celle sécuritaire tantôt abordée, la malgouvernance et celle en lien avec la rupture de la connexion sur mobile. Il qualifie de chaotique la gouvernance du président Roch Kaboré, Serge Kouma. L'actualité de ces derniers jours, marquée par les manifestations contre le convoi de l'armée française dans plusieurs villes du Burkina Faso, était à l'ordre du jour de cette rencontre avec les hommes de médias. Le collectif pour un peuple uni, CPPU, estime que ces manifestants se trompent de cible. Ne nous détournons pas de l'essentiel. Le problème de ce convoi-là, ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Ça, je vous le dis, parce que le fond du problème est là. La France n'est pas notre problème. Ce sont nos dirigeants qui sont le problème. Voilà le renvoi du truc actuellement sereinement. Est-ce qu'on parle de la France? Pourtant, ils ont aussi une partie été colonisée par la France. Notre problème, ce n'est pas la France. Notre problème, ce sont nos dirigeants. Depuis près de 48 heures, la connexion Internet des 3 réseaux mobiles est interrompue sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Si pour l'instant, aucune voix officielle ne s'est prononcée sur cette situation, le coordonnateur général du CPPU, lui, s'indigne. S'ils ont coupé l'Internet, pensant résoudre le problème, dites-leur que le problème là est ailleurs. Et ce problème là est ailleurs là, c'est la bonne gouvernance que nous voulons. Autant de milliards que nous perdons aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à travailler. Que vont-ils brandir? Problème sécuritaire. Et nous demandons aussi, nous lançons un appel à l'ensemble de toute la population, de toutes les entreprises qui se sont senties lésées dans cette situation, qui ont fait des pertes, de se constituer partie civile avec le CPPU, parce que nous tous nous sommes des entrepreneurs, afin de porter plainte. Le collectif pour un peuple uni s'insurge contre les voix qui s'élèvent pour soutenir le gouvernement actuel. Il invite le peuple burkinabé à prendre massivement part à la manifestation annoncée le 27 novembre prochain. Sur la même actualité, il faut préciser que dans un communiqué datant d'hier, 22 novembre, dans la soirée, signé du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, l'État reconnaît être le commanditaire de cette suspension. Et cette suspension qui s'étale sur 96 heures, soit 4 jours, a été initiée selon le ministre pour la qualité et sécurité des réseaux et services et respect des obligations de défense nationale et de sécurité publique. Nous passons, ceci dit, à une toute autre actualité. Procès Thomas Sankara
et ses 12 compagnons. L'audition des témoins s'est poursuivie hier avec Arsène Boni-Sangye, Boukari Douamba, Patrice Ouedraogo et Victor Zongo. Parmi les plus scrutés, le témoignage du dernier cité, à savoir Victor Zongo. Il était, à l'époque, membre des services de renseignement affectés au contre-espionnage. Michael Tougri pour plus de détails. Dénouement sanglant de la crise ce soir à 15h, tels sont les propos interceptés par le service de contre-espionnage, explique le témoin Victor Zongo. MDL au moment des faits et membre du service de contre-espionnage, il explique à la barre qu'à travers cet échange, la voix du capitaine Jean-Pierre Palme a été clairement identifiée. Des échanges qu'il aurait eus avec une personne extérieure. Très vite, l'information est transmise, suivie de la cassette d'écoute au président Thomas Sankara aux environs de 10h le 15 octobre 1987. Et le président de répondre, selon le témoin, c'est imparable. Une déposition qui pourrait sans doute être embarrassante pour Jean-Pierre Palme, poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Il y a ce qu'on appelle des preuves matérielles, des preuves et des témoignages. Quelqu'un qui a vu des faits et qui les relate, tel qu'il les a vus, c'est quand même, ça peut avoir un poids dans le dossier. Ça a même un poids dans le dossier. Pas que ça peut avoir, non, c'est un poids dans le dossier. Parce que si c'est lui qui a vécu les faits et qui les relate tel qu'il les a vus, ben, ça vient justement donner du poids à la preuve pour qu'on puisse effectivement connaître la vérité. Et nous voyons que les personnes qui sont citées sont des personnes quand même qui sont dans le dispositif de renseignement, qui viennent corroborer des choses que des accusés ou d'autres témoins ont déjà dit concernant certains accusés, notamment comme Jean-Pierre Palme, qui était donc commandant de la gendarmerie à un moment donné. Donc on s'est dit que on est content de ce qui se passe parce que les témoins quand même corroborent beaucoup de faits qui sont déroulés donc le 15 octobre et même avant le 15 octobre. Pour la partie civile, les différentes auditions des témoins, notamment les membres du service de renseignement et de contre-espionnage, permettront d'en savoir un peu plus sur les circonstances des événements tragiques du 15 octobre 1997. En réalité, c'est ce qu'il a fait qui relate. C'est lui qui tente toujours de se soustraire en balayant tout de revers de la main. Mais on voit que les témoins corroborent tous les faits, tout ce qui est dit, ce qu'il a dit, ou du moins d'autres témoins racontent la même chose. Donc on se dit que tout ce qu'il est en train de vouloir du revers de la main ne tient pas debout. Et c'est des témoins quand même qui ont travaillé dans le dispositif de renseignement, qui sont au courant de beaucoup de choses. Il était sous écoute, et même ce qu'il a fait après ça. Donc c'est dire que tout ce que Jean-Pierre Palme tente de faire croire au public ou au tribunal, ça ne tient pas. Parce que les témoins viennent dire le contraire et ils corroborent tous les faits. Est-ce que vous voyez tous les témoins, quand les témoins ne s'est contredit aujourd'hui, ils ont dit la même chose le concernant. L'audition des témoins reprend ce mercredi, toujours avec Victor Zongo, chef secrétaire du service de contre-espionnage. Parlons santé avec l'atelier de validation du plan national de développement sanitaire PNDS 2021-2030 qui s'est tenu hier lundi à Ouagadougou. Pour le professeur Charlemagne Ouedraogo, ministre de la Santé, il faut chercher le maximum de sources de financement afin de financer ce plan qui est estimé à 9 000 milliards de francs CFA. Ce nouveau référentiel est le troisième du genre après les deux premiers qui ont couvert les périodes 2001-2020. Cette rencontre du cadre sectoriel de dialogue santé est consacrée à l'adoption et à la validation du troisième plan national de développement sanitaire PNDS 2021-2030 et ses documents annexes. Le référentiel de développement qui est soumis pour adoption va permettre au Burkina Faso d'améliorer son système sanitaire tout en apportant des réponses favorables aux besoins en santé des populations. Selon le ministre Charlemagne Ouedraogo, ce nouveau plan décennal prend en compte 7 axes prioritaires. De ces 7 problèmes prioritaires, nous avons pu mettre 5 axes stratégiques qui vont permettre de décliner 33 interventions et ces 33 interventions prioritaires vont permettre de poser 199 actions prioritaires en faveur de la santé des populations. Parmi les problèmes prioritaires, il y a celui du leadership dans la gouvernance des services de santé qui paraissait insuffisant. Et dans ce PNDS, nous allons en tenir compte. Il y a également les questions en rapport avec la production des ressources humaines à même d'être capable d'offrir des soins de qualité. Il y a également le niveau d'offre de soins de santé et de nutrition qui paraissait insuffisant sur lesquels nous devons travailler. La mise en œuvre du plan national de développement sanitaire 2021-2030 bénéficie du soutien des partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé. L'Organisation mondiale de la santé, chef de file des PTF, s'est réjoui de l'aboutissement de ce nouveau PNDS qui va leur permettre d'orienter leurs actions au profit de la politique sanitaire du Burkina Faso. S'il y a une attente particulière à relever, c'est vraiment que cette mise en œuvre se fasse de manière
harmonieuse et que tous les problèmes qu'on rencontre puissent être amoindris afin que les résultats attendus de ce plan puissent être vraiment atteints. Nous allons mettre l'accent sur un mécanisme de suivi. Comme vous l'avez vu, c'est un plan de 10 ans, mais on le découpe. Il y aura un plan quinquennal pour améliorer le suivi. Donc un accent particulier sera mis sur le suivi. Le ministre de la Santé a mis un accent particulier sur l'alignement des partenaires à ce plan et nous allons faire en sorte de nous aligner véritablement à ce plan. Le coût global de la mise en œuvre de ce plan décennal s'élève à environ 9 000 milliards de francs CFA. Environ 73% du budget sera consacré aux soins de santé primaires et 69,93% au genre. La phase 2021-2025, elle, se lève à plus de 400 000 milliards de francs CFA. La banque en Afrique, ce que vous n'apprenez pas à l'école, c'est le livre que Nabi Issa Coulibaly a présenté le jeudi dernier, jeudi 18 novembre. Cette œuvre a trait à l'éducation financière et s'adresse, selon l'auteur, à tout client de banque, à leurs agents et aux étudiants. Son contenu, d'ailleurs, brise certaines idées reçues. La cérémonie de présentation du livre a connu la présence de cadres du monde de la banque burkinabé, Hyacinthe Savadogo, pour Le Point. La banque en Afrique, ce que vous n'apprenez pas à l'école, c'est le titre de l'œuvre du cadre supérieur de banque Nabi Issa Coulibaly. Subdivisé en 5 chapitres, ce livre s'inscrit dans une démarche pédagogique qui contribue à combler les écarts entre les attentes et l'expérience vécue par tous. Par le métier et par mes activités parallèles, j'ai constaté que jusqu'à présent, que ce soit les élèves fonctionnaires, les clients et les fonctionnaires, ils vivent des difficultés au quotidien dans la relation avec leur banque. Tantôt animés par des préjugés, tantôt ignorance complète. Il est également de mon devoir de donner la bonne information simple à ces cibles-là pour que chacun à son niveau ne passe plus 20 ans, 30 ans de carrière sans connaître le partenaire financier au quotidien. Ce partenaire indispensable, mais qu'en réalité, ils ne connaissent pas. Selon l'auteur du livre, le document constitue une source d'information pour tous ceux qui s'intéressent au secteur bancaire. Ce livre-là veut être un chemin éclairé pour les clients, une ressource pédagogique pour les étudiants, un guide pour les agents de banque et dans une certaine mesure également une source d'inspiration pour tous ceux qui enseignent dans le secteur de la finance et toute autre personne qui est intéressée par le sujet de la banque, parce qu'il est temps pour les clients de profiter de la banque que de continuer à penser que c'est la banque qui les exploite. Ce temps doit être révolu et le client doit prendre le pouvoir sur le secteur financier. La cérémonie de présentation du livre avait pour parrain le président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina Faso, Jakaria Ouattara, directeur général de Coris Banque Internationale. Il a félicité l'auteur de l'ouvrage, d'autant plus qu'il va apporter un changement qualitatif dans la relation entre les banques et leurs clients. Cet ouvrage donne en réalité tout ce qu'il faut comme valeur, tout ce qu'il faut comme engagement, tout ce qu'il faut comme formation pour pouvoir embrasser une carrière de banquier afin de contribuer au développement de notre pays. En tout cas, je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter et remercier notre confrère qui a écrit cet ouvrage. Et je crois que c'est un ouvrage qui se laisse lire, qui est très facile d'ailleurs à lire et qui va faire, en réalité, en tout cas à mon avis, qui va être un outil utile pour l'inclusion financière, mais aussi va permettre véritablement de changer les relations entre la banque et leurs clients. La banque en Afrique, ce que vous n'apprenez pas à l'école, est un livre déjà disponible sur le marché. Son auteur, bien ancré dans le secteur bancaire, a occupé des postes de responsabilité à Ecobank. Il a été aussi directeur général de la Poste et administrateur au conseil d'administration de Coris Banque Internationale. La 7e édition des Ramongo Days a fermé ses portes le 20 novembre dernier à Ramongo. C'est une commune rurale située dans la région du centre-ouest. Et la clôture des activités a été marquée par une finale de football qui a d'ailleurs opposé 2 équipes de collégiens. Le reportage de Fatima Tanikema.
Après un mois de compétition, c'est l'équipe du CG de Ramongo Yiri en rouge et celle de Tanguin en blanc qui se sont affrontées en finale. Débuté à 11h environ, le temps réglementaire de jeu accordé aux équipes n'a pas pu les départager. Ce match a finalement pris fin avec le résultat des tirs au but qui a consacré l'équipe de Ramongo Yiri comme vainqueur. Une victoire également pour le promoteur de Ramongo Days. Selon lui, l'objectif était de réunir ses frères et sœurs autour du sport et de la culture pour passer des messages de cohésion et de solidarité. Il y a eu 9 équipes qui ont pris part. Il y a eu également 2 qui n'ont pas pu prendre parce qu'ils viennent d'être créés, des lycées qui viennent d'être créés. Et l'activité a commencé depuis un mois. Et cette année, normalement, nous voyons le cyclisme à cette activité. Mais cette année, nous avons mis ça en berne pour dérouler le programme culturel et sportif. Et hier encore, une fois, je le répète, la mobilisation des élèves par rapport au thème nous a vraiment séduit et nous engage à multiplier ces genres de rencontres pour éduquer la jeunesse. Tant que la jeunesse n'est pas éduquée, tout ce que nous entreprenons est voué à l'échec. Cette cérémonie des Ramongo Days a aussi servi de cadre pour le promoteur d'honorer des personnes qui ont œuvré pour la commune de Ramongo et présenter quelques résultats des éditions passées. Chose qui a ému le représentant du patron des Ramongo Days édition 2021. Vraiment, il a vu juste. Le thème est vraiment adapté. Et vraiment vu ce qu'il a fait aussi pour sa région, pour son village. Vraiment, je suis ému. Surtout, il encadre les jeunes. J'ai vu qu'il a pris des jeunes étudiants, qu'ils payent leurs études et que vraiment, même les premiers viennent d'avoir leur licence. Donc je pense que vraiment c'est une leçon que tout le Burkina Faso doit vraiment imiter. La fin de cette compétition des Ramongo Days a été marquée par des remises de gadgets tels que des jeux de maillot, des ballons et d'autres lots des partenaires de l'activité. Les équipes participantes qui se sont bien illustrées pendant la compétition sont aussi réparties avec des enveloppes financières. Sport toujours, l'USFA Dame était face à la SEC de Koudougou Dame ce week-end, comptant pour la 4e journée de la Ligue 1 féminine. L'USFA, en tête du championnat, après la 3e journée, a passé un véritable savon aux filles de la SEC, dernière du classement. Le score, lui, il est sans appel, 10-0 à Sami Touré. Comme il fallait s'y attendre, les Gabelou Dames se sont faites respecter par l'une des promues de cette saison en Ligue 1 féminine. Championne sortante, l'USFA Dame a profité de cette rencontre pour augmenter son goal average afin de se mettre à l'abri, puisque à chaque saison, elle est au coude à coude avec sa rivale légendaire Étincelle. Et c'est Mouniratou Compaoré qui ouvre le bal déjà à 5 minutes de jeu. 2 minutes plus tard, sur ce corner de Balkissa, Rafiatou, défenseur central de la tête, double la mise. Le 3e but ne tarde pas. Viviane Zongo, tranquillement, s'exécute. Le 4e but a été marqué par Oladio Damilola, la Nigériane de l'équipe. Avant les premières 30 minutes de jeu, l'USFA mène déjà 5-0. Et à la fin de la première période, elle prenait un avantage de 7-0. De retour de la pause, Mouniratou est faussée dans la surface de réparation et obtient un penalty. Elle se fait justice soi-même. Quelques instants plus tard, elle signe son quadruplé, comme le crie sa coéquipière sur le terrain. Le dernier but, le 10e donc, a été marqué par Damilola, la Nigériane. Un score à laquelle s'attendait l'entraîneur de la SEC, mais visiblement pas découragé. Dessus, c'est trop dit. Parce que vous savez tous que l'USFA, c'est une grande équipe. Et nous venons de monter. On apprend. On est venu pour apprendre. Et si toutefois, puis au début, on a fait 3 défaites, aujourd'hui 4 défaites. La pilule est amère, mais bon, on va continuer à travailler. Voilà. Mais face à l'USFA, on était conscient que ça allait être difficile. Voilà, toute la semaine, on a travaillé à être soudés, à être unis dans l'axe pour ne pas faciliter le jeu. Voilà. Du côté de l'USFA, l'objectif est atteint, engranger le maximum de points avec un goal différentiel conséquent. Et effectivement, le titre, c'est évident que nous avons été champions l'année dernière. Ça ne peut qu'être notre objectif, être champion encore. On ne peut pas demander en dessous de ça. C'est vrai que l'équipe de la SEC n'a pas démérité, mais il faut reconnaître que c'est une jeune équipe. Et que d'ailleurs que je félicite parce qu'ils ont quand même de très bons éléments.
Donc on ne peut pas prendre ce match comme un barème par rapport au championnat. Voilà, parce que c'est une jeune équipe qui n'a pas d'expérience, qui a eu affaire à nous. Bon, voilà pourquoi peut-être que le score est arrivé à ce niveau. L'USFA consolide donc sa place de co-leader avec les Étincelles après la 4e journée de la Ligue féminine. Le Mali, pour clore cette session d'information, la journée mondiale du souvenir des victimes d'accidents de la route a été célébrée le dimanche dernier. Réduire la vitesse pour sauver des vies sur la route, tel était le message qui a été donné cette année. Notre correspondant à Bamako, Boulema Soulo, revient sur la cérémonie présidée par le ministre malien des Transports. Il avait à ses côtés ses homologues de la santé et de la sécurité. Beaucoup de victimes d'accidents de route gardent les séquelles à vie. Membre inférieur paralysé, Mariam Koulibaly n'est plus la même depuis 2014. Elle raconte ce qu'elle a vécu à son retour de Lomé, la capitale togolaise. Le 23 février 2014, l'accident s'est produit le 23 janvier 2014. Cela fait 8 ans que je souffre dans ma chair. Rien n'est comme avant. Nous sommes toujours sous traitement. Le jour de l'accident, 32 passagers ont perdu la vie. Pour nous qui sommes des amputés des pieds et des bras, nous souffrons énormément. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus d'1 million de personnes perdent la vie sur la route dans le monde. Chaque année, Madame la Ministre, en tout 1,35 million de personnes meurent de suite d'accidents de la route dans le monde. Aujourd'hui, ces candidats constituent la première cause de mortalité chez les enfants et les jeunes âgés de 5 à 29 ans. La région africaine de l'Organisation mondiale de la santé, qui ne compte que 3% des véhicules immatriculés dans le monde, enregistre néanmoins 20% du total mondial des décès imputables aux accidents de la route. Le ministre des Transports annonce des programmes de formation des associations des victimes d'accidents et des journalistes pour appeler au respect du code de la route. Selon le ministre Dambélé Madina Sissoko, les accidents de la route coûtent aussi cher à l'économie mondiale. Outre les chagrins et la douleur qu'ils causent, les accidents de la route constituent un grave problème de santé publique et de développement. Les coûts socio-économiques des accidents sont particulièrement pesants sur les personnes, les entreprises, administrations et pour l'État. Des études récentes montrent que les accidents de la route coûtent à la plupart des pays entre 1 et 3% de leur produit national brut. Le non-respect de la limitation de la vitesse et du code de la route en général est la principale cause de plusieurs accidents d'après les rapports. C'est la fin de ce 13h que j'ai pris plaisir à présenter. Vous retrouverez Nadine Zongo pour le 20h.